Doit-on défendre la liberté économique? Thèse. Il existe un principe d'autorégulation des échanges. La vie économique n'a pas à supporter l'intervention de l'État. Antithèse. La liberté économique crée peut-être des richesses, mais c'est aux dépens de la justice et de la dignité de l'homme. Thèse. Il faut défendre la liberté économique. En effet, le sang circule dans le corps en obéissant à des mécanismes naturels. De même en est-il pour la circulation des biens et de la monnaie. La liberté économique est seule à préserver l'harmonie des échanges. Premier argument. Le circuit des échanges est comparable à la circulation sanguine. François Quesnay, médecin de son état, restera influencé par sa formation première. Selon lui, les biens comme la monnaie sont le sang de la vie économique d'une nation. Ils circulent de manière continue et cyclique entre les différentes classes sociales, à savoir la classe productive, les agriculteurs, la classe possédante et la classe stérile, artisans et commerçants. Deuxième argument, les lois économiques dérivent des lois naturelles. L'homme a à comprendre les lois qui gouvernent la nature. Étant parfaite, il n'a pas, même s'il en avait les moyens, à vouloir les modifier. Puisque l'économie fonctionne comme un organisme vivant, ses règles naturelles reposent sur une complète liberté du commerce et de l'agriculture. C'est pourquoi Quesnay condamne toute forme d'interventionnisme étatique. Troisième argument. La terre est l'unique source de richesse. L'agriculture est seule à produire une réelle richesse. Ce qu'elle ne consomme pas, c'est-à-dire l'excédent de production, profite aux autres classes. Le tableau économique de Quesnay expose, de manière arithmétique, le mode de répartition des revenus entre les différentes classes sociales. En bref, en matière de production et de circulation des biens, la meilleure politique est celle du laisser-faire. Plus les différents acteurs de la vie économique sont libres, plus riche est la nation. Antithèse. On ne doit pas défendre la liberté économique. En effet, il est faux de penser que la vie économique soit soumise à un principe d'autorégulation. La liberté économique aboutit à une forme de totalitarisme. Elle repose sur la violence des rapports sociaux. Premier argument. Pour l'essentiel, l'économie dérive des désirs. Il est absolument impossible de connaître à l'avance les désirs d'un individu. Partant de ce constat, comment peut-on sérieusement parler, en matière d'économie, de principe d'autorégulation, alors que la plus grande partie de la vie économique est dirigée par le désir? Laisser faire, c'est abandonner le destin de la collectivité à un dangereux hasard. Deuxième argument, la liberté économique se nie elle-même. Ainsi que l'écrit Simone Veil, dans La pesanteur et la grâce, le capitalisme a réalisé l'affranchissement de la collectivité humaine par rapport à la nature. Mais cette collectivité a pris par rapport à l'individu la succession de la fonction oppressive exercée auparavant par la nature. L'économie libérale n'est jamais qu'une brutale exploitation de l'homme par l'homme. Troisième argument, l'État doit être interventionniste. L'État est le gardien de l'ordre et le garant de la justice. C'est pourquoi, ainsi que le pense Rousseau, il doit intervenir à tous les niveaux de la vie économique, afin de maintenir une juste répartition des richesses et empêcher de trop grandes inégalités entre les hommes. En bref, la liberté économique n'a de liberté que le nom. Dans les faits, elle aboutit à la création de monopoles. Elle consacre l'inégalité des biens et par voie de conséquence des droits. Elle est pure violence. Synthèse. Les idées que défend Quesnay ont eu une très grande influence sur la vie économique et politique de son temps. Le contrôleur général des finances, Turgot, s'en est inspiré. Elles annoncent les théories économiques classiques et le célèbre principe du laisser-faire dont le père n'est autre qu'Adam Smith, premier théoricien du libéralisme. Libéral, Quesnay l'est sans doute, mais parce qu'il se préoccupe bien plus de l'agriculture que du commerce et de l'industrie, il rappelle cette évidence que le capitalisme moderne a trop tendance à oublier. Avant tout, l'homme doit se nourrir. C'est pourquoi l'agriculture doit demeurer le premier secteur de la vie économique, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement.
Il serait souhaitable que les dirigeants actuels, tout du moins sur ce point, lisent ou relisent le tableau économique, afin d'empêcher que celui qui produit du blé vive dans la précarité, et que celui qui en fait le négoce vive dans l'abondance. Ce qui est encore une fâcheuse conséquence de la politique du laisser-faire. Notes et commentaires. François Quesnay. François Quesnay, né en 1694 et mort en 1774, fut le médecin personnel de Madame de Pompadour. Il dirigea l'école physiocratique, première école économique française, ayant eu une réelle influence sur les décisions gouvernementales. Des figures telles que Dupont de Nemours ou Mirabeau furent membres de cette école. Citation. Qu'une nation qui a un grand territoire à cultiver n'étende pas trop l'emploi de l'argent et des hommes aux manufactures et commerces de luxe, au préjudice des travaux et des dépenses de l'agriculture. François Quesnay, tableau économique.